Pour la première fois en 5 ans, la Corée du Nord a tiré un missile balistique au-dessus du Japon. C'était mardi 4 octobre au petit matin. Une pratique très rare de la part de Pyongyang qui a entraîné un ordre d'évacuation dans certaines préfectures du nord et du nord-est du Japon. Aucune victime ou dégâts n'a été rapporté par les autorités. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel, oui, en pleine forme. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce contexte qui prête à la démonstration de force ou c'est une menace militaire de la part de la Corée du Nord? Mais vous avez parfaitement raison de soulever la question du contexte. Vous avez une guerre en Ukraine, vous avez la Corée du Nord qui montre ses dents, mais sur la même période, ce que les gens oublient, c'est que les Américains, les Japonais ont fait des exercices militaires, comme on les appelle, ensemble contre les sous-marins. N'oublions pas qu'il n'y a pas longtemps, la vice-présidente américaine est allée à la frontière, à la limite entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et de là, elle a dénoncé Pyongyang et les gens de Pyongyang. Ça donne comme un air de guerre froide. Ça donne comme un air de déjà-vu, parce que pendant la guerre froide, assez régulièrement, c'était cela. Et ça ne s'arrête pas aux Américains. Vous avez une sorte de bloc de l'Ouest quand même plus ou moins constitué. C'est le bloc de l'Est qui l'est un peu moins actuellement, parce que bon, la Chine n'est pas à la botte de la Russie. La Corée du Nord également a une certaine autonomie aussi bien par rapport à la Chine que la Russie. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle des relations internationales, on a l'impression de revivre les moments de la guerre froide et les pires moments à la limite de la guerre froide. Alors, en quoi justement cela est une menace à la paix mondiale, Mamadou Diouf? Mais le missile qu'on vient de tirer, au dernier moment, l'armée japonaise a décidé de ne pas intercepter le missile parce qu'ils se sont rendus compte que le missile allait dépasser le territoire japonais. Ça pose déjà problème, c'est-à-dire que les gens étaient prêts à répondre. Mieux, les autorités japonaises disent qu'ils vont trouver les moyens, parce que le Japon est un pays plutôt pacifique, qui n'avait pas pendant très longtemps tendance à vouloir s'armer, etc., mais qui a commencé aujourd'hui à s'armer. Et les autorités japonaises disent qu'ils vont créer les conditions pour pouvoir anticiper. C'est-à-dire le Japon qui disait je ne vais pas faire la guerre, pour pouvoir anticiper et s'il le faut tirer sur les bases d'où partent ces missiles. Vous voyez Israël le faire sur la Syrie, vous voyez les États-Unis également le faire, mais ça veut dire que le Japon est en train de sortir de sa position, qui était plutôt une position pacifique. Vous avez vu ce que l'Allemagne a fait avec la guerre en Russie, en mettant énormément de milliards à la disposition de son armée pour la tenir prête. Mais est-ce qu'on est en train à nouveau de préparer la guerre en disant que nous voulons la paix? C'est ce contexte qui se pose et c'est pourquoi ça devient dangereux, parce que les Japonais, les Américains, la Corée du Sud également, ont dit qu'ensemble, il faut apporter une réponse robuste à la Corée du Nord. Qu'est-ce que ça signifie une réponse robuste? Ils ne l'ont pas précisé. En fait, le contexte actuellement est plutôt à l'accentuation et à la crise. Alors, Mamadou, on s'interroge jusqu'alors sur la volonté de la Corée du Nord de conduire prochainement son 7e essai nucléaire. Est-ce que la Corée du Nord, finalement, dans la zone, est une menace réelle? En fait, est-ce que la Corée du Nord est une menace ou la Corée du Nord montre ses dents pour qu'on ne l'attaque pas? Regardez l'espace où se trouve la Corée du Nord. Vous avez la Corée du Sud. Bon, Corée du Nord, Corée du Sud, c'est le résultat de la guerre froide dont on parlait tout à l'heure. C'est ça qui a donné naissance, mais c'était un seul pays qui s'appelait tout simplement la Corée. Malheureusement, il n'y a pas eu la réunification comme ce fut le cas avec l'Allemagne. Mais quand vous regardez les pays qui sont autour, quand vous regardez la présence américaine, surtout au niveau du Japon, mais en réalité, c'est peut-être la Corée du Nord qui doit dire, moi je suis encadré par des adversaires potentiels, et comme qui veut la paix prépare la guerre, la Corée du Nord est en train de préparer la guerre, de montrer ses armes, de montrer ses capacités, pour dire à celui qui veut attaquer, que le jour où tu vas attaquer, nous avons les moyens de pouvoir répondre. Pourtant, le Japon développe la même théorie, en disant qu'il se sent plutôt menacé par la Corée du Nord
et surtout par ce tir de missile que le ministre de la Défense japonais Hamada, il dit que la Corée du Nord a plusieurs fois tiré des missiles balistiques, mais aucun n'a jamais parcouru la distance que ce missile-là a parcouru. Et si vous regardez, ça fait fort longtemps que la Corée du Nord tire des missiles et on sent la progression progressivement dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est un message envoyé. Mais c'est un message, bien sûr, pour dire aux gens que le jour où vous nous attaquerez, nous ne resterons pas les bras croisés. Malheureusement, si on se rappelle, avec Trump, les choses avaient commencé à chauffer d'abord, à s'arranger un peu. Avant Trump, il y avait des négociations, on croyait qu'on va pouvoir trouver une solution. Avec Biden, on ne voit pas trop clair sur là où il veut aller, à part la sortie de la vice-présidente. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun de ces pays se donne des raisons pour s'armer en prenant comme prétexte sa propre sécurité ou l'éventualité d'une attaque qui viendrait de l'autre. Alors justement, on a vu la réaction des États-Unis d'Amérique qui ont non seulement dénoncé cela, mais ont promis au Japon éventuellement de l'aider. Alors Mamadou, on comprend vite que les États-Unis sont prêts quand même à apporter quelque chose au Japon, parce que le Japon, peut-être, ou bien les États-Unis sont des soutiens éternels du Japon. C'est ce qu'on peut lire par le message? Oui, sur le plan militaire, il ne faut pas oublier que pendant un temps, si on peut l'appeler ainsi, les Japonais avaient confié leur défense aux Américains. Avec les bases américaines qui ont été installées au Japon, malheureusement, les militaires ont fait beaucoup de bêtises, y compris en violant les Japonaises, de sorte que vous avez de plus en plus au niveau du Japon une opinion qui est plutôt contre la présence des soldats américains et une autre opinion qui commence à dire qu'il faut que le Japon lui-même assure sa propre sécurité et sa propre défense. J'ai parlé tout à l'heure de la décision des autorités de pouvoir créer les conditions de pouvoir non seulement répondre à un tir de missile, mais même de pouvoir anticiper pour détruire la base à partir de laquelle ces missiles sont tirés. Donc le soutien américain au Japon, c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était d'abord une source de soutien de fait, c'est peut-être aussi une façon pour les Américains de se racheter, parce que c'est là-bas qu'on avait jeté les deux bombes Hiroshima et Nagasaki. Bah, tout ça fait que les Japonais, pour avoir subi cela, avaient dit que pour eux, la guerre, c'est terminé. Plus question de parler de guerre, ni d'aller vers la guerre, ni de chercher la guerre. Mais les dons sont en train de changer fondamentalement et les Américains ont intérêt à rester au Japon, puisque d'habitude, les Américains veulent toujours se prépositionner. C'est-à-dire, s'ils veulent s'en prendre à la Corée du Nord, ça va être extrêmement compliqué de quitter les États-Unis pour venir s'en prendre à la Corée du Nord. Alors que s'ils ont une base au Japon, s'ils veulent s'en prendre à la Corée du Nord est à portée de tir à partir du Japon. Alors Washington, Séoul et Tokyo se préparent, ou bien préparent une réponse robuste, Mamadou Diouf. Est-ce qu'on peut maîtriser le contour de cette réponse? On ne peut pas encore la maîtriser puisqu'ils ont utilisé le mot robuste. Qu'est-ce qu'ils entendent par robuste? Est-ce que ça va être une action diplomatique qui va être robuste? Est-ce que ça va être des sanctions sur le plan économique qui vont être robustes? Est-ce que ça va être une action militaire? Ils n'ont rien précisé pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que le discours va plutôt à la crise qu'à l'apaisement. Ça, c'est extrêmement clair, aussi bien de la part des États-Unis, de la part du Japon, de la part également de la Corée du Sud. Et bien sûr, la Corée du Nord dépasse le discours puisque eux, ils posent des actes. Et c'est là où c'est dangereux. Et c'est pourquoi c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui devrait se saisir, puisqu'on le rappelle à chaque fois, leur rôle, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre. Donc, c'est l'occasion de faire en sorte que ça ne se transforme pas en un conflit ouvert, puisqu'il y a actuellement un conflit en bonne et due forme. Mais si vous regardez, l'ONU n'a pas condamné les tirs de missiles parce que, comment on l'appelle encore, l'Ukraine tire actuellement des missiles, la Russie tire des missiles. Si vous allez au Conseil de sécurité pour condamner, c'est pas la Russie qui tire des missiles sur l'Ukraine qui va condamner, ils vont mettre leur veto et ça ne passera pas. Malheureusement, ce Conseil de sécurité, avec ses vetos finalement utilisés pour des raisons géopolitiques, handicape l'ONU qui devait se lever et résoudre ce problème pour que ça ne dépasse pas l'étape à laquelle on se trouve actuellement. Alors même le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a violemment critiqué l'action de son voisin nord-coréen
Alors, entre les deux Corées, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement? La tension? Malheureusement, c'est la crise qui revient. Il fut un temps, vous vous rappelez, ils s'étaient rencontrés à la frontière. Ils avaient laissé certaines populations, des familles qui étaient divisées, avoir la possibilité de se retrouver. Donc il y avait quand même une ambiance à une relation amicale entre, je ne vais pas dire deux pays frontaliers, mais un pays qu'on a transformé en deux pays. Mais de plus en plus, actuellement, c'est le contraire. Il y a une exacerbation au niveau de ces relations, des dénonciations de façon réciproque. Chacun accuse l'autre de contenir chez lui les opposants ou des gens qui veulent remettre en cause le régime qui est en place. Mais ce n'est pas du tout intéressant d'un point de vue diplomatique, surtout pour deux pays qui partagent une frontière. Mais n'oublions pas également que sur le plan idéologique, ces deux pays sont l'un à l'opposé de l'autre. Ici, on met en place une démocratie, on est dans du capitalisme. Là-bas, on n'ose pas parler de démocratie. Ici, même s'il y a un peu de capitalisme, on est plutôt dans le communisme, aussi bien d'un point de vue idéologique que par rapport à un certain nombre d'actions. Donc, il est clair que, en termes de relations entre ces deux pays, la convergence n'est pas véritablement très forte. Alors, donc, avec tous ces éléments, on peut craindre d'éventuelles tensions dans la région. Vous savez, quand il y a du carburant quelque part, il ne faut pas s'aventurer à fumer. Parce que quand le feu se déclare là, c'est déjà trop tard. Moi, à chaque fois que je vois ce genre de choses, je me dis, mais quand est-ce qu'on va tirer les leçons de l'histoire? Puisque plusieurs fois, c'est comme ça, vous allez voir, 1, 2, 3, on va commencer à amasser des troupes à la frontière. Il suffit que quelqu'un qui ne sait pas se retenir tire le premier. On se trouve avec une guerre qui est déclarée pour pratiquement rien du tout. Alors que les conséquences, tout le monde va voir ce que ça rapporte en termes de destruction, en termes de mort, en termes de retard sur le plan économique. Je crois qu'il faut savoir raison garder face à une telle situation. Le monde d'aujourd'hui a besoin de tout, sauf d'une guerre. On est en train ici en Afrique de subir fortement les conséquences d'une guerre qui est très loin de notre continent. Si une autre guerre se déclare ici, quelles seront les conséquences encore sur le continent africain? Conséquences justement sur ces populations, on a dit tout à l'heure, Mamadou Diouf, les populations du nord et du nord-est du Japon ont été évacuées d'urgence. Cela peut avoir sans doute des conséquences. Mais les conséquences sont déjà là. Puisque, vous savez, ces gens ont du matériel, j'allais dire même pas au sol, du matériel au niveau des satellites. Donc quand tu tires, ils sont très vite au courant du tir. Ils connaissent la direction, ils savent le lieu d'où le tir est parti, ils savent là où ça risque de tomber, et c'est par cette direction qu'on avait dit aux gens qui sont sur certaines zones, Aikido par exemple, d'évacuer parce qu'il y avait éventuellement la possibilité que cela tombe dans cette zone. Par la suite, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas, mais vous êtes dans des pays où la règle de la précaution est la règle fondamentale. On ne va pas attendre que ça tombe pour dire « Ah, on ne pensait pas que ça va tomber ici », mais on prend le devant pour que même si ça tombait, qu'il n'y ait pas de dégâts, au moins sur le plan humain, puisque les dégâts matériels, on ne peut pas déplacer les maisons quand ce genre de situation se présente. Alors Mamadou, est-ce qu'on peut faire un lien direct avec les tensions actuelles dans le monde entier liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Mais bien sûr, pas seulement entre la Russie et l'Ukraine. On a à peu près la même situation entre la Chine et Taïwan. Vous avez vu la position des États-Unis, vous avez vu la réponse de la Chine. Bon, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est comme encore l'ère de la guerre froide et de ce qu'il y a de plus mauvais dans la guerre froide. On amène des gens à s'affronter, alors que dans cet affrontement, ce n'est pas la guerre seulement entre les deux pays, mais il y a d'autres ambitions qui se cachent derrière. Même Russie-Ukraine, c'est la même chose. C'est la même chose. Il ne faut pas regarder ça comme une guerre entre la Russie et l'Ukraine seulement. Derrière l'Ukraine, mais vous avez tout un ensemble de pays qui sont là, qui même avant la guerre en voulaient à la Russie et qui sont en train de vouloir passer par la guerre pour fragiliser la Russie. Ici, c'est la même chose. On essaye de profiter de l'occasion également pour pouvoir fragiliser la Corée du Nord, d'autant plus qu'on combat la Russie, on combat la Chine, on combat la Corée du Nord. C'est pourquoi je disais que c'est comme il y a un bloc un peu de l'Est, même s'il n'est pas constitué de façon réelle. Et quand vous regardez ceux qui les combattent, c'est plutôt ceux qui étaient dans le bloc de l'Ouest. Mais ça peut amener ces trois pays à se rapprocher et à vouloir faire également cause commune par rapport à des gens qui
qui veulent les empêcher de jouer un rôle important dans le concert des nations. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de messages envoyés par la Corée du Nord. À partir de quel élément, Mamadou Diouf, la Corée du Nord a saisi ce message, ou bien de l'autre bloc, et a envoyé ce missile, c'est-à-dire ce message? En fait, il faut regarder la dernière visite de Kamala Harris, parce que elle n'était pas allée en Corée du Sud seulement, elle était allée également à Taïwan. Rappelez-vous la réaction de la Chine, la réaction des États-Unis, la réaction de la Chine, puisque les réactions se sont enchaînées. C'est pourquoi je dis, c'est comme si aujourd'hui, du point de vue relations internationales, la diplomatie est en train de reculer et c'est la démonstration de force. Mais en ce moment, la Corée a intérêt à montrer également sa force, puisque pas les militaires, mais les analystes sur ces questions militaires disent que l'arme nucléaire, c'est l'arme véritable quand on veut être libre, quand on veut être souverain. Tant que vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas souverain. Mais ce que la Corée du Nord fait, c'est dans cette logique. C'est-à-dire posséder suffisamment des armes pour qu'on n'ose pas attaquer. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre froide. Les États-Unis n'attaquaient pas la Russie, l'Union soviétique plutôt. L'Union soviétique n'attaquait pas les États-Unis, mais ils étaient capables d'aller faire des guerres par procuration, par l'intermédiaire d'autres pays. Mais la Corée du Nord n'a pas un pays qui va pouvoir être utilisé pour faire la guerre. Donc, ils montrent leurs griffes pour dire aux gens, attendez, celui qui va se frotter avec nous, il va laisser beaucoup de plumes sur place. Et c'est une façon de respecter cet adage que je n'aime pas trop, qui veut la paix, prépare la guerre. Merci beaucoup à vous. Mamadou Diouf, on va marquer la petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.